Qui n'a jamais retenu sa respiration sous l'eau, pour essayer ou pour un défi? Aujourd'hui, je reçois un homme qui a fait de cette discipline, l'apnée, l'essence de sa vie. Un homme qui incarne cette phrase du commandant Jacques-Yves Cousteau. On aime ce qui nous a émerveillés, on protège ce que l'on aime. Cet homme, c'est Guillaume Néry, champion du monde d'apnée, qui montre que cette discipline peut nous offrir une voie pour repenser notre rapport au monde et à nous-mêmes à l'aune de l'urgence écologique. Depuis des années, il se bat pour offrir les merveilles de l'océan au plus grand nombre à travers des vidéos captivantes et il s'engage aussi pour la protection du vivant et du monde aquatique. Guillaume Néry, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes double champion du monde d'apnée et vous avez battu à 4 reprises le record du monde d'apnée en profondeur. Vous avez déjà plongé à 126 mètres, donc deuxième apnée la plus profonde de l'histoire. Vous avez réalisé un certain nombre de films avec la réalisatrice Julie Gauthier pour montrer la beauté de l'océan. On va y revenir. Donc, vous plongez depuis 25 ans et pour vous, l'apnée n'est pas qu'une quête sportive et physique, mais aussi un art de vivre. Et vous venez d'écrire un très beau livre qui s'appelle Nature aquatique et qui retrace votre parcours, votre relation à l'apnée et qui est un peu une sorte, en tout cas de mon analyse, une sorte d'ode à la vie, à l'océan et à la mer Méditerranée et qui est publié aux éditions Artaud. Donc finalement, vous parlez de nature aquatique puisque vous êtes l'un des rares humains à avoir accès aux deux mondes, terrestres et aquatiques, et à avoir plongé dans des profondeurs auxquelles très peu de personnes ont eu accès. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que l'apnée s'est révélée comme une évidence? Comment cette nature aquatique est née chez vous? Alors, ma nature aquatique était loin d'être évidente au départ. J'ai grandi à Nice, donc la mer était quand même toujours quelque part à l'horizon. Et ça a commencé par un défi, finalement. C'est plutôt le défi de la découverte des limites du corps humain qui m'a fasciné dans un premier temps, plus que la mer en soi. Oui, vous racontez dans votre livre que c'est un défi dans un bus avec un ami. Voilà, c'est un défi avec un copain. Je perds ce défi, mais il y a quelque chose qui m'intrigue à l'âge de l'adolescence, où on aime bien la transgression. Découvrir qu'on peut s'arrêter de respirer, qu'on peut tenir toujours de plus en plus longtemps. Et donc, je commence à m'entraîner comme ça, juste par fierté, par orgueil. Mais je découvre que j'ai des capacités. Et habitant à Nice, avec la mer devant moi, je réalise que je peux utiliser cette capacité à retenir mon souffle pour aller sous la surface de la mer. Je le faisais déjà tous les étés, de manière, comme tous les Niçois au bord de la mer. Mais là, il y a eu un déclic et j'ai vraiment plongé dans la Grande Bleue et j'ai plongé dans cette passion et c'est devenu un art de vivre parce que c'est un peu comme la montagne, comme le surf, comme la navigation, tous ces sports de plein air. Finalement, le sport, c'est juste une manière de pratiquer, mais au final, ça devient une espèce de relation intime que l'on crée avec l'élément. C'est pour ça que j'aime bien en parler comme un art de vivre. Alors justement, vous écrivez dans votre livre « J'ai 14 ans et la plongée en apnée me propose alors un moyen d'habiter le monde autrement, à contre-courant, un pas de côté hors des chemins balisés ». C'est vrai que contrairement à d'autres personnes qui pratiquent l'apnée avec vous, que vous décrivez dans votre livre, vous ne pratiquez pas un autre métier à côté. Vous faites exclusivement ça, on va y revenir. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement quelle est votre pratique de l'apnée? Parce qu'il y a plusieurs pratiques différentes. Comment est-ce que vous plongez exactement? Comment ça se passe pour que quelqu'un puisse imaginer Alors, quand on parle d'apnée en général, la première question qu'on me pose, c'est combien de temps tu tiens. C'est l'idée de l'apnée statique. Pourquoi? Parce que c'est un truc que tout le monde a essayé. Moi, ce jeu du bus qui est devenu derrière une obsession puis une passion, finalement, un jour, tout le monde s'amuse à le faire. Et donc, on appelle ça l'apnée statique. C'est une certaine forme d'apnée, c'est une apnée immobile, où on est juste dans une espèce de lutte pour tenir plus longtemps. Il y a une autre forme d'apnée que tout le monde connaît, c'est celle du Grand Bleu. Oui. Si un jour on a regardé le Grand Bleu, on voit ces athlètes qui s'accrochent à une espèce de machine, on appelle ça une gueuse, on descend sans faire d'effort et puis on remonte avec un ballon gonflé d'air. On appelle cette discipline de no limit. C'est celle qui permet d'atteindre les plus grandes profondeurs puisqu'on ne fournit aucun effort pour descendre ni pour remonter. Moi, je pratique la discipline qui est probablement une des plus pratiquées, la discipline un peu noble, reine de l'apnée. C'est on chausse une paire de palmes ou une monopalme et puis on descend en nageant. Et on remonte en nageant, sans aucune assistance extérieure. Cette discipline s'appelle le poids constant, puisqu'on ne varie pas son poids pendant la plongée.
D'ailleurs, vous êtes assez critique du Grand Bleu dans votre livre en disant que ça offre une vision de l'apnée qui n'est pas du tout la vôtre, qui est un peu une approche individuelle, égoïste. Et pourtant, c'est celle que tout le monde a en tête, en fait, aujourd'hui. Alors, je ne suis pas critique. Moi, je suis très reconnaissant envers le Grand Bleu parce qu'au final, s'il n'y avait pas eu le Grand Bleu, il est possible que je ne sois pas là aujourd'hui et que tout ce mouvement de l'apnée moderne ne soit pas né. Oui, que vous avez vécu en plus cette naissance de l'apnée moderne. Moi, j'ai été un peu au début, au balbutiement, et tous mes, on va dire, les pionniers, ceux qui m'ont appris, ont été là parce qu'ils ont été fascinés par le Grand Bleu. Moi, je suis arrivé un peu après. On doit énormément au Grand Bleu. Cependant, le Grand Bleu a amené aussi une image particulière des apnéistes, une image de la pratique que je me suis évertué, que je m'évertue encore à changer, parce que le Grand Bleu montre des profils psychologiques un peu particuliers. Les deux, Jacques Mayol qui est joué par Jean-Marc Barr, et Enzo, qui est interprété par Jean Reno, sont un peu des personnages complètement solitaires, obsédés, obnubilés par cette quête de performance, jusqu'à l'un et l'autre en mourir. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Oui, ça montre un aspect morbide de l'apnée, que vous êtes vraiment à contre-courant de ça, en fait. Complètement. Mais bon, cet aspect morbide, c'est ce qui fait la puissance du film, c'est la puissance de la fiction. Mais dans la réalité, c'est une activité qui est très communautaire, avec beaucoup d'entraide, beaucoup de coopération. C'est une activité collective où finalement, je n'aurais rien fait si j'avais été tout seul. Et c'est en ça que ça s'inscrit un peu vraiment en décalage avec l'image du Grand Bleu. Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous rendez vraiment hommage à toutes ces personnes, ces anges gardiens, vous les appelez les anges gardiens, qui sont là pour vous attendre à 30 mètres de profondeur quand vous effectuez des plongées très profondes et qui, en fait, à un moment donné, vous ont sauvé la vie. Donc c'est comme ça que commence votre livre, avec le récit de l'accident que vous avez vécu à Chypre en 2015. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé exactement ? Alors, je suis à Chypre, je prépare les championnats du monde. Je suis encore dans une période où la compétition est importante, prépondérante pour moi. Je bats sur un premier jour de compétition mon record personnel et je m'approche à quelques mètres, à 2 mètres du record du monde, en plongeant à 126 mètres avec une plongée parfaitement maîtrisée qui me permet d'envisager, d'annoncer 3 mètres plus profond, à savoir 129 mètres, ce qui constituerait un nouveau record du monde. Donc je tente mon 5e record du monde. Et ce jour-là, tout se passe à peu près comme prévu dans la maîtrise de ma plongée. Je me dis juste au cours de la descente que c'est un peu plus long que d'habitude, mais je le mets sous le compte du fait que c'est un nouveau record, du fait qu'il y a peut-être un peu de courant. Et donc, je ne me rends pas compte qu'elle est effectivement bien plus longue. Et au cours de la remontée, à quelques mètres de la surface, je perds connaissance. Je fais ce qu'on appelle une syncope, qui est liée à une diminution de l'approvisionnement en oxygène au niveau du cerveau. Et donc, le cerveau, pour protéger l'organisme, il préfère tout couper pour sauvegarder le peu d'oxygène qui reste. Et donc, une plongée où on réalise une syncope n'est pas validée. Et donc, les apnéistes de sécurité, ceux que j'appelle mes anges gardiens, me remontent en surface. Je reviens à moi. Je ne comprends pas comment j'ai pu à ce point maîtriser 126 et faire un accident aussi grave à 129. Oui, à 3 mètres de différence. Avec seulement 3 mètres. Et donc, au bout de quelques minutes de désarroi, je regarde mes instruments de plongée et là, je me rends compte que je ne suis pas allé à 129 mètres, mais je suis allé à 139 mètres. Alors, il faut savoir que quand on plonge, on descend le long d'un câble, un filin qui est mesuré. Et donc, quand on annonce 129 mètres, le câble est mesuré à 129 mètres. Donc, on ne se pose pas la question. On ne se demande pas où est-ce que je m'arrête. Si on veut faire 129 mètres, on va jusqu'en bas, on prend le petit témoin, une petite plaquette et on remonte. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que les juges et l'organisation s'étaient trompés et avaient mis 10 mètres de plus. Et je suis allé faire ces 10 mètres de plus. 10 mètres de et plus qu'il manquait le bout de scotch, ce que vous racontez, c'est qu'en fait, que vous avez failli perdre la vie à cause d'un bout de scotch. Qui marquait une mesure, une dizaine qui était partie et voilà, qui a induit l'erreur. Donc voilà, ça a été un moment de bascule dans ma carrière, ça a été un moment où j'ai décidé de faire un vrai break dans cette quête de compétition et de records. Je vais déjà commencer à me poser les questions, de prendre un peu de distance, mais là, ça a été net, brutal et ça a été une évidence. Donc voilà, il y a eu un moment, on va dire, de bascule, de prise de recul et de changement, de métamorphose dans mon rapport avec la mer et avec l'apnée en général. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites dans ce livre, cette prise de recul est une chance d'enrichir mon lien avec la mer, comme si finalement ça vous permettait de
de retrouver quelque chose de plus sain dans une relation, pas de compétition. Enfin, aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir arrêté la compétition? Alors non, et d'ailleurs, comme je l'explique, au bout de quelques années, je suis revenu à la compétition. Je l'ai fait de manière... je participe là, depuis 2-3 ans à quelques compétitions, mais de manière beaucoup plus détachée, plus du tout dans cette même approche d'avant, qui était la quête du record, la quête d'être le meilleur. Donc non, il n'y a pas de regret parce que ce sont des différentes étapes. Et comme j'explique, c'est un art de vivre. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté l'apnée. Il y a certains sports, quand on l'arrête en compétition, on l'arrête complètement. On ne le pratique plus. Moi, ce n'est pas du tout le cas. J'ai arrêté de faire la compétition le 10 septembre 2015. Le 20 septembre 2015, j'allais plonger pour visiter une épave. Et en octobre, j'étais déjà en train de me réentraîner pour garder un certain niveau, pour pouvoir continuer d'explorer les fonds marins. Donc finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui a changé. Et justement, cet accident a aussi marqué un tournant, puisque vous le dites dans votre livre, les drames et le sang ont toujours exercé sur la foule un pouvoir de fascination, et je deviens malgré moi le gladiateur qui a survécu à l'impensable. Donc vous gagnez une notoriété très rapidement, et au même moment, il y a le clip de Beyoncé qui sort, dans lequel vous jouez avec Alice Modolo, qui est une autre apnéiste professionnelle, qui est réalisée par Julie Gauthier. Et donc là, à ce moment-là, votre vie change du tout au tout. Alors, ça avait déjà commencé un peu à changer. En 2010, on avait fait avec Julie un film qui s'appelle Free Fall, qui lui a été pour le coup un vrai détonateur, puisque c'était un peu le début de la folie des réseaux sociaux. Et puis ce film tournait un peu avec 3 bouts de ficelle, a fait un véritable buzz à l'époque, alors qu'on ne le cherchait absolument pas. Et là, ça a été une première mise en lumière. Pour autant, j'avais déjà réalisé avant 4 records du monde. Et il y a eu ce premier moment de bascule. Derrière, on a fait 2 autres films qui ont continué de montrer cette autre facette, cet autre visage de mon rapport avec l'apnée, qui était aussi artistique. Et là, en 2015, il y a eu en même temps, finalement, l'événement sportif qui a fait le plus parler de moi, qui n'ont pas été ces records réussis, mais qui a été ce record raté assez spectaculaire. Et au même moment sort un clip qui est un peu, alors je ne veux pas dire une consécration, mais finalement une mise en lumière auprès d'un très grand nombre d'internautes, puisque le clip est à 400 millions de vues. Oui, c'est pas grâce à nous, c'est grâce au nom de Beyoncé. Restons extrêmement humbles. Mais grâce à toute cette communauté... Le clip est très très beau. Ça redonne aussi une force au clip et à l'image. Tout à fait. Mais disons que pour être associé avec une artiste de renommée mondiale et donc avoir cette possibilité d'être exposé en même temps que ce fait divers de l'accident, effectivement, ensemble, ça a fait un espèce de mélange détonnant qui a fait que j'ai été un peu propulsé... sans trop m'y préparer, sur le devant de la scène. Ouais. Et en même temps, ça vous a permis d'exprimer votre vision de l'apnée au plus grand nombre et ce qu'elle revêt derrière. Moi, j'ai une question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous plongez, quand vous êtes... Parce que vous décrivez à un moment dans le livre un peu tout ce qui se passe à 30 mètres, à 40 mètres, à 50 mètres et au fur et à mesure, cette pression qui vient s'appuyer sur votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors, dans une plongée en profondeur, dès que je quitte la surface, je dois me mettre dans une espèce d'hyper-présence. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment avoir les pensées qui s'évadent. Je ne peux pas penser à rien. Très souvent, on s'imagine que la méditation, c'est ne penser à rien. Pas du tout. Donc, les pensées sont au ralenti et sont essentiellement orientées sur le monde de l'intérieur. Et donc, je suis dans une espèce d'écoute de tous ces signaux, de tous les sens qui sont un peu bouleversés par cette nouvelle dimension qui est le monde sous-marin, qui est la plongée à la verticale. Et donc, je suis à l'écoute, comme si j'avais un espèce de petit logiciel interne qui analysait tout ce qui se passe, la vitesse de l'écoulement de l'eau. J'ai une sensation très fine de la position de chacun des membres de mon corps. Et donc, je suis dans un ajustement perpétuel pour essayer d'être le plus efficace possible. Je suis en apnée, c'est-à-dire que je ne peux pas gaspiller de l'énergie. Je dois être dans une économie maximale. Et donc, ça demande d'être très à l'écoute de tout. Et puis, j'écoute aussi tout ce que m'envoie comme signaux le monde extérieur, et notamment
le froid qui s'accentue, la lumière qui diminue. Et vous parlez notamment aussi en Méditerranée du moment où on perd 12 degrés, c'est à partir de 40 mètres. C'est ça, environ. Ouais. Voilà. Vous perdez 12 degrés d'un coup et qu'il y a des personnes qui sont arrêtées par ça en apnée. C'est ça. Ouais. Donc il y a des passages de différentes étapes qui sont une pénétration dans un monde qui est de plus en plus hostile. Et puis surtout la pression, cette pression qui est énorme, qui m'écrase, et face à laquelle je dois mettre en place des stratégies. Et donc mon mental, l'esprit est orienté là-dessus, avec l'exécution de petites choses très simples. Très simple, non pas si simple que ça, mais en tout cas des automatismes techniques qui me permettent de continuer à plonger, notamment au niveau de la gestion des oreilles, etc. C'est des trucs que je répète tellement de fois que quand je suis sur une plongée record, finalement, je les mets en place presque sans y penser. C'est des automatismes. Et puis j'écoute. Je ressens cette pression qui m'écrase et qui me renvoie complètement à l'intérieur des frontières de mon propre corps, ces frontières qui s'amenuisent, et je me laisse totalement comme ça happer, engloutir par les profondeurs, sans lutte, sans résistance, avec vraiment cette obsession d'être détendu, relâché. Et une question qui peut se poser, parce que c'est vrai que avec le Grand Bleu, il y a un peu eu ce fantasme autour de l'ivresse des profondeurs. Est-ce que parfois, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous vivez l'ivresse des profondeurs, parce que vous en parlez. Alors moi, j'avais lu que c'était un mythe, donc j'étais un peu perdue. Et est-ce que parfois, ça vous arrive de vouloir rester? Alors voilà, c'est ça le mythe. Le mythe, c'est ça. C'est l'ivresse des profondeurs, version Grand Bleu, où on s'interroge en bas si on va rejoindre les sirènes, etc. Ça n'existe pas. Ça, c'est le mythe. Par contre, l'ivresse des profondeurs, c'est une réalité physiologique que l'on doit subir, surtout quand on plonge en apnée au-delà des 100 mètres. Donc voilà, quand je suis à plus de 120 mètres, que je commence à remonter. Alors moi, elle commence à se manifester en bas, et elle m'accompagne toute la remontée. Et donc, cette ivresse des profondeurs vient perturber un peu la lucidité, vient accélérer le rythme des pensées. Elle vient s'immiscer selon les états, selon les jours, des certaines formes de vision, parfois d'hallucination, de perturbation du son. Et j'ai pas vraiment d'emprise dessus. J'ai mis des années à le comprendre. Et les visions, par exemple, ça peut être... La première fois que j'ai eu une narcose, par exemple, c'était à l'époque où je plongeais en fermant les yeux pour être plus concentré. Et en fait, sur cet écran noir, je voyais s'agiter des espèces de monstres, comme des gremlins, qui gesticulaient et qui émettaient des espèces de bruits, de cris sourds. Et c'est comme si je les entendais vraiment de l'intérieur. Mais donc c'était une vision, c'était une hallucination plus des sons... Plus une distorsion du son. Alors probablement qu'il y avait certains sons que j'entendais et qui se transformaient, que j'interprétais. C'est compliqué à analyser parce que c'est vraiment sur des instants courts, pendant la remontée. Et puis quand on reprend nos esprits à la surface, on s'en rappelle comme on s'en rappelle de rêves que l'on peut avoir au petit matin. Donc c'est pas... J'ai appris à les accepter, mais c'est pas quelque chose que je vais rechercher. Donc, vous n'avez jamais eu ce côté de tellement fasciné par ce que vous voyez que vous avez envie de rester, vous êtes un peu saisi par... Il est évident que sur des plongées, on va dire, moins profondes, où on a un masque et où je cherche à créer une interaction avec des animaux, avec les baleines, avec les requins. Je parle d'une expérience au Galapagos où je m'immerge au milieu d'un banc de centaines de requins marteaux. Évidemment que ces expériences d'immersion totale dans la nature sont prenantes, sont poignantes, et on a envie de rester plus longtemps. Mais quand on est apnéiste, on a une telle éducation sur l'écoute du corps qu'à aucun moment, cette espèce d'envie va prendre le dessus. Il y a toujours des signaux qui nous disent « Ok, là, c'est bon, stop, tu remontes ». Ce qui peut parfois arriver, c'est qu'on descende sur moins profond, 20 ou 30 mètres, on se pose et qu'on soit bien, qu'on se sente bien. Et parfois, on peut avoir des sensations un peu trompeuses où finalement on est bien, mais on est quand même en train d'entamer notre niveau d'oxygène. Et donc là, c'est pas de l'ivresse. Il y a des modifications en lien avec la pression, des pressions partielles de gaz. Et donc, quand on est en bas, on a une pression partielle d'oxygène qui est plus élevée, qui nous donne la sensation d'être en perfusion d'oxygène pur. Et donc dans ce moment-là, vous n'avez pas les fameux spasmes dont vous parlez, qui justement vous montrent que vous avez une sorte d'excès de gaz carbonique et du coup vous avez envie de souffler et vous avez envie de remonter. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les alertes sont mises en sourdine. D'accord. Et donc ça, c'est là où c'est important d'être accompagné, c'est important d'avoir de l'expérience, c'est important de progresser tout doucement et de savoir à un moment donné écouter les bons signaux et des fois en garder vraiment beaucoup sous le pied.
Ne jamais chercher à aller tout le temps à la limite. Justement, par rapport au passage dont vous parliez avec les requins-marteaux, vous dites que pour vous, ça a été un peu un moment de changement de paradigme et une réalisation de à quel point on a finalement fait un distinguo dans notre société entre nature et culture, et en voulant exploiter la nature. Et dans votre livre, vous citez, vous décrivez dans pas mal de passages un peu l'absurdité de notre société moderne, que ce soit sur la bétonisation. Vous écrivez donc la civilisation industrielle anéantit à la fois les écosystèmes et ceux qui montrent qu'un autre rapport au vivant est possible. Je pense au contraire qu'il faut armer la nature et ses entités face à la vision utilitariste de la société occidentale et lui permettre ainsi de résister face à des projets industriels écocides. Vous parlez beaucoup de l'apnée comme une forme de métaphore intéressante et une forme d'inspiration et un espoir d'une trajectoire en fait à emprunter pour l'humanité. Est-ce que vous pourriez expliquer ça ? Enfin, à quoi pourrait ressembler cette trajectoire selon vous, justement si on la base sur la philosophie de l'apnée que vous défendez ? Alors ça, c'est cette idée que l'apnée, finalement, ça m'a montré un autre chemin, un contre-courant de la société. Je l'ai réalisé très tardivement. Et je pense que j'ai plongé dedans adolescent, un peu sous forme d'intuition, parce que j'arrivais pas à me retrouver dans un projet de vie en société qui m'était proposé. Et c'est vrai que j'étais très, très perdu au moment de l'orientation, des choix, de quel métier j'allais pouvoir accomplir, dans quelle case j'allais pouvoir rentrer pour pouvoir me sentir parfaitement bien en harmonie avec le monde dans lequel j'allais vivre et la société. Et donc, l'apnée m'a proposé cette vision à contre-courant. Là où, alors je peux citer tous les exemples que j'essaie de développer dans le livre, le rapport au risque, par exemple, on évolue, on se rend compte, ne serait-ce que à nos âges, si on revient 20 ans en arrière, on se rend compte de la trajectoire qu'emprunte la société occidentale dans son rapport au risque, avec une espèce d'obsession du risque zéro. Et on va extrêmement loin dans cet anéantissement de l'idée du moindre risque. Et finalement, dans cette tension entre sécurité et liberté, en fait. Sécurité et liberté, et finalement, c'est vrai qu'on se rend compte que le curseur va très très loin. Alors, je ne suis pas en train de remettre tout en cause au niveau de la sécurité, mais c'est à quel point, finalement, on va de plus en plus loin dans ce curseur de la sécurité. Ce que l'on sacrifie au prix de la sécurité. Et ce que l'on va sacrifier, au niveau de la quête de sécurité, du confort. Je pense que ça questionne notre rapport en tant qu'individu et en tant que civilisation avec la mort. Alors moi, je ne suis pas un trompe-la-mort. Je ne vais pas prôner le risque absolu. Mais l'apnée m'a permis une confrontation possible, déjà avec l'élément naturel. Et le fait de retenir mon souffle, ça m'a offert la possibilité de regoûter à la saveur d'être vivant par ces mises en danger maîtrisées. Mais je pense que j'ai eu besoin d'emprunter ce chemin parce qu'il y avait ce sentiment d'être emprisonné et enfermé dans cette espèce de risque zéro. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant dans cette trajectoire de l'apnée, dans ce rapport à l'élément où on va se confronter, on va se mettre à nu, finalement, comme l'humanité a toujours vécu, si on remonte avant le début de l'agriculture, je remonte même avant la société industrielle, avant le début de l'agriculture, quand l'humain était un chasseur-cueilleur, il y avait finalement une confrontation et un lien direct avec la nature. Oui, vous parlez aussi des cueilleurs qui plongeaient à l'époque en apnée pour aller chercher des coquillages au fond de l'eau. Tout à fait. Alors, je veux surtout pas verser dans une espèce de vision poétique fantasmée d'un passé qui était forcément mieux. Je questionne juste d'où on est parti, une trajectoire qu'on a voulu emprunter et les excès notamment ces 200 dernières années, avec l'avènement de la civilisation industrielle, ces excès de recherche, de domination à tout prix absolu de la nature. On s'est complètement coupé de la nature, et donc ça, c'est également ce qui est intéressant dans la pratique de l'apnée, c'est à un moment donné revenir à un lien étroit avec la nature, redécouvrir, c'est pour ça que l'ouvrage s'appelle « Nature aquatique », parce que moi j'ai cheminé pour vraiment prendre conscience de cette nature aquatique qui est la mienne, mais qui est, je pense, une nature que l'on a un peu tous, habitants de la planète bleue. Et de laquelle on se déconnecte. On se déconnecte. On se déconnecte du vivant, on se déconnecte de toute forme de nature. Le développement de ces villes, de ces grandes mégalopoles, finalement, nous font évoluer dans un monde qui est complètement artificiel. Et donc la nature, l'apnée m'a forcément permis de pouvoir me réimmerger totalement au contact de l'élément. Je parle de cette idée, cette nécessité de ralentir. Oui. L'apnée m'a appris à ralentir parce que j'ai pas d'autre choix en plongeant en apnée que de ralentir cette espèce de frénésie dans laquelle on est. Là, je suis à Paris pour quelques jours. J'ai une espèce de vie frénétique. Oui. Et j'ai vraiment hâte là, de replonger, de me réimmerger en mer pour finalement
abaisser le niveau de l'intensité, parce qu'en apnée, on ne peut pas être performant et on ne peut pas durer si on ne met pas une forme de lenteur dans l'exécution de toutes nos tâches, y compris même dans la performance en elle-même. Et donc, voilà, tous ces points en rapport avec la nature, la vision aussi communautaire versus un monde très individualiste dans lequel je grandissais. Finalement, la plongée en apnée m'a offert la possibilité d'avancer dans une forme de communauté, d'entraide, et de trouver des valeurs que peut-être je ne retrouvais pas dans ce qui m'était promis dans les études, les concours, être à tout prix le meilleur. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait quand même un sport en essayant d'être le meilleur, mais dans un esprit finalement où j'essaie d'être le meilleur par rapport à moi-même. Ça m'a amené à battre des records, mais j'ai jamais été dans cette obsession de dire je vais écraser tout le monde. Et ça c'est extrêmement important. Et vous dites que vous le faites en équipe. On le fait en équipe et je pense que si on change cette logique, qu'on essaye de s'améliorer par rapport à soi-même, essayer de devenir une forme de meilleure version de soi-même, ça peut se faire dans la coopération. On peut s'entraider chacun à être meilleur, sans vouloir être meilleur que les autres. Et donc, ça aussi, c'est quand on parle de quelle vision pour un monde de demain, ça paraît être complètement utopique. Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, c'est aussi en train de faire son chemin, cette idée de collaboration. D'ailleurs, vous faites beaucoup d'interventions dans les entreprises. J'essaye, oui, d'amener cette vision, justement. J'essaie de... Et vous avez l'impression que vous êtes entendu ? Eh ben, ceux qui font appel à moi, j'ai l'impression qu'ils veulent justement m'entendre sur cette voie, sur ce chemin, et que c'est une source d'inspiration. J'essaye en tout cas de m'adresser, pas forcément à l'entreprise en tant qu'entreprise, j'essaie de parler aux gens qui m'écoutent. Et j'essaie de le faire en étant pas donneur de leçons, en essayant d'être le plus sincère et authentique possible. Et je considère que je plante des graines comme ça. Et j'espère que cette vision, elle peut cheminer. Il faut qu'elle chemine le plus vite possible, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est intéressant aussi, pour terminer sur ce point-là, vous faites aussi un éloge de la sobriété, en disant en permanence que vous devez faire le plus avec moins, ce qui est exactement le défi dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut arriver à réduire nos émissions, à s'adapter au changement climatique, on va aussi être obligé d'en passer par de la sobriété. Donc ça fait 25 ans que vous plongez et vous expliquez dans votre livre que vous n'avez jamais passé plus de 10 jours sans être dans l'eau, à part au moment du confinement, et que ça a été très dur pour vous. Donc vous avez un peu été aux premières loges des modifications aussi humaines sur l'océan, sur la mer Méditerranée, puisque vous plongez beaucoup à Nice. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Enfin, est-ce que vous l'avez vu, en fait, ces changements en 25 ans ? Alors, c'est bien le problème, justement, avec ce bouleversement climatique, c'est que le changement, on le voit, mais il faut ouvrir les yeux, il faut être attentif. On ne le voit pas comme ça d'une saison sur l'autre. C'est un long processus. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de temps de réaction. Il commence à y avoir des catastrophes climatiques qui nous mettent face à cette évidence, des étés de plus en plus chauds, des hausses de température qui sont mesurables, les scientifiques qui hurlent depuis 30, 40, 50 ans pour certains, les premiers qui ont commencé à alerter avec le rapport, le Club de Rome en 72, le rapport Meadows, ça a été les premiers, on les prenait pour des fous. Donc ça fait un moment quand même qu'il y a une espèce de cri d'alerte. Mais pourquoi on met autant de temps ? C'est parce que finalement, dans le vrai quotidien, ça change, mais un petit peu. C'est pas comme le Covid. Le Covid est arrivé, ça a été instantané. Et donc, l'homme a été capable de réagir de manière brutale. Dans la problématique climatique, c'est ça qui me fait un peu peur, hein, c'est notre capacité cognitive à pouvoir s'adapter alors qu'on est dans une projection de catastrophes qui vont faire que de s'empirer dans les 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi lent à changer. Et moi, quand je suis sous l'eau, oui, je vois des changements, mais en Méditerranée, par exemple, ça va se manifester selon les vents, les courants, par des moments où il y a plus de plastique. Ah oui, on le voit. Et puis, on fait un nettoyage, et puis cette zone-là, finalement, elle retrouve un peu de son éclat. Il y a des zones où il suffit qu'on décide que les bateaux vont passer un peu plus loin, et on se rend compte de la résilience du monde marin. Donc là où je vais nager très souvent, je décris ces bains que je fais de manière presque quotidienne dans un petit coin à côté de Nice. Il y a des fois où j'ai l'impression de voir beaucoup de poissons. Et donc, c'est vachement trompeur, hein, parce que l'œil humain n'a pas forcément cette capacité d'observation qu'ont les mesures scientifiques qui résonnent à très grande échelle. Alors, en Méditerranée, c'est pas forcément évident de voir les changements. On se rend compte certaines espèces qui disparaissent, qui sont moins... les poulpes, par exemple, qu'on voit de moins en moins. On se rend compte aussi que certaines espèces qui sont protégées
reprennent leur place. Donc, on se rend compte à la fois de l'impact de l'homme, mais on se rend compte de l'impact positif quand on décide d'agir de manière ciblée. En Polynésie, où j'ai la chance d'aller chaque année, où je vais passer 3 ou 4 mois, il y a par contre des impacts et des dégâts qui parfois sont irréversibles, qui, eux, pour le coup, sont très visibles, et notamment sur les épisodes de blanchissement de corail. J'ai eu l'occasion, ces dernières années, de pouvoir aller d'une année sur l'autre, sur le même récif, et de voir, par certains endroits, 50% du récif corallien qui avait blanchi et donc qui allait mourir. Le dernier rapport scientifique qui est sorti là-dessus montre que si on arrive à un réchauffement climatique de plus 1,5 degré, c'est 99% des coraux qui vont disparaître. C'est pour ça on va y arriver, malheureusement. Moi, c'est l'une des données qui m'a le plus... Oui, moi, c'est dramatique. Alors, on peut garder une petite lueur d'espoir sur une forme de résilience et que certains coraux ont des capacités supérieures, comme dans toutes les grandes crises. C'est ceux qui vont résister, c'est ceux qui ont... On appelle ça les super coraux. Il y a des études qui sont faites notamment à Montréal par le CRIOB, qui est un institut qui s'occupe de l'étude du corail. Et donc, ils étudient les super coraux et des individus qui ont cette capacité de résister quand on les soumet à des contraintes supérieures, à la normale. Donc, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura une forme d'adaptation ? J'en sais rien. En tout cas, il faut qu'on se prépare. Parce que ce n'est plus qu'une hypothèse, c'est une réalité. 1,5, c'est le meilleur des scénarios. C'est le meilleur des scénarios qui est. Et pour le moment, on est plutôt sur une trajectoire de 2,7. Et on est sur une trajectoire, tout à fait. On est sur une trajectoire qui place 1,5 comme le scénario le plus optimiste. Et le scénario le plus optimiste va amener 99% des coraux à disparaître. Donc moi, tous ceux qui sont toujours en train de fanfaronner sur on est optimiste, il faut garder l'espoir. Il faut garder l'envie de se battre, mais il faut être réaliste aussi et bien se rendre compte de la mesure de la gravité. Alors justement, vous avez plusieurs manières de vous engager face à cette urgence-là, et l'une d'elles, c'est à travers, on l'évoquait au début, la réalisation de films. Je pense notamment à l'un d'entre eux qui s'appelle One Breath Around the World, et vous avez écrit à propos de ce film, donc j'ai voulu que toute la splendeur des mondes engloutis soit remontée à l'air libre et offerte au plus grand nombre. J'ai voulu la mer, l'océan, l'eau douce, la glace, les grottes, le grand bleu, le sable, les galets, les rochers, les algues, le corail, l'Atlantide, l'homme, l'animal. Est-ce que vous pensez que c'est en montrant la beauté de l'océan aujourd'hui qu'on peut créer des prises de conscience, qu'on peut aussi faire bouger les choses ? Alors, pas que, mais c'est un élément qui est essentiel aussi. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de tout un panel de moyens pour faire avancer les choses. On a besoin fondamentalement de la connaissance scientifique et de la parole des scientifiques pour nous alerter de manière sensée, avec des bonnes informations de ce qui est en train de se passer et de ce qui va arriver. Mais parfois, la parole scientifique, elle se heurte par probablement un manque d'accessibilité. Oui. Elle se heurte à une forme de barrière auprès du grand public. Et c'est là où l'apport de l'art, du côté artistique, qui peut être soit de l'image, donc des films, des émotions, des photos, du travail d'écriture. J'ai voulu écrire ce livre aussi pour amener le lecteur dans ce monde sous-marin et lui montrer ce qui se passe sous la surface. On a besoin de ça aussi en parallèle des travaux scientifiques. On a besoin de cette prise de conscience auprès du pour remédier un peu à cette crise de la sensibilité qu'il y a aujourd'hui, c'est ce que vous montrez dans vos films, en fait. Exactement. L'idée, c'est d'aller toucher le plus grand nombre pour que chacun puisse changer ce qu'il peut changer à son échelle. Mais il ne faut surtout pas se tromper de cible non plus. Et moi, je ne veux surtout pas rentrer dans cette culpabilisation de l'individu et faire croire que finalement, tout est entre les mains que des gens et du grand public. Oui, mais ça a été prouvé que c'était quand même en majorité l'État et les grandes entreprises. Alors, bien sûr que ces grands changements ne se font pas s'il n'y a pas l'approbation du grand public. Donc, encore une fois, il n'y a pas une manière mieux qu'une autre. Il faut que tout aille en même temps, mais il ne faut surtout pas se voiler dans une espèce d'illusion que parce qu'on va trier nos déchets et qu'on va couper le robinet quand on se brosse les dents, qu'on va changer le monde. Ça, on l'explique un peu chez Blast quand même. Bon, j'espère, parce que parfois, je suis atterré de me rendre compte à quel point il y a une méconnaissance encore, et que s'il n'y a pas un vrai bouleversement qui vient des sphères politiques et financières, et s'il n'y a pas un vrai changement, c'est bien, chacun sera bien avec sa propre conscience, et il faut être en accord avec soi-même,
mais ça n'avancera pas. Ça participe à un changement culturel, à un changement de société. Mais il y a un cabinet de conseil qui a montré que même si tout le monde en France était absolument parfait dans ses gestes, prenait des comportements très forts pour l'environnement, on ne réduirait nos émissions que de 25%. Donc tout le reste est entre les mains des entreprises et de l'État. D'ailleurs, vous êtes récemment intervenu au One Ocean Summit à Brest. Pourquoi est-ce que vous êtes intervenu là-bas et quel est le message que vous vouliez porter J'ai été sollicité parmi un panel d'ambassadeurs des océans. Ce sommet qui a été organisé sous le patronage de la présidence de la République voulait avoir des représentants, des ambassadeurs des océans qui pouvaient venir se faire le relais de cette problématique des océans. Et donc, moi, en tant qu'apnéiste, on a fait appel à moi. Je suis intervenu sur une table ronde et j'ai voulu, sur cette prise de parole assez courte de 5 minutes, pouvoir faire passer un message important pour moi, qui était que les océans, c'est très souvent un écosystème qui est assez oublié, des grands... Alors voilà, c'est en train de changer, mais pendant de nombreuses années, c'est vrai qu'on parlait assez peu des océans, alors qu'ils recouvrent 70% de la planète. Et j'ai voulu surtout marteler ce qui me semble être un axe fondamental dans la prise en charge de cette problématique, qui est qu'il y a plusieurs menaces qui pèsent, je ne veux même pas dire qui pèsent, qui sont en train d'agresser le monde du vivant. Ces menaces, on les connaît, on parle du réchauffement climatique, évidemment, qui est un problème majeur global. Il y a la pollution, les pollutions en tout genre, notamment dans les océans, on parle beaucoup de la pollution plastique. Ouais. Et il y a tous les problèmes de destruction de la biodiversité, destruction du vivant par la surpêche, par les pollutions chimiques. Et non pas qu'il faille hiérarchiser les priorités, je voulais absolument remettre au même niveau ce qui, selon moi, est la problématique la plus urgente à régler dans les océans, à savoir la disparition de la biodiversité, l'extermination du vivant. Et j'ai l'impression que dans le débat public, on parle beaucoup de réchauffement climatique, que quand on parle des océans, on parle du plastique, parce que finalement, le plastique, c'est ce qui se voit. Du fait que les océans se réchauffent, ou que le niveau de la mer monte. Voilà, le niveau de la mer monte. On parle de la pollution plastique, parce que c'est vrai que tout le monde utilise du plastique, donc c'est très bien. Il faut qu'on arrête, il faut changer de paradigme autour de la consommation du plastique. Mais les problèmes de surpêche, qui sont en train de vider, de décimer les océans, la disparition du vivant... On en a très peu parlé en plus à ce sommet de la surpêche. On en a assez peu parlé. La disparition du vivant, les pollutions chimiques en lien avec l'agriculture intensive, ce sont des véritables drames qui sont en train d'anéantir les écosystèmes des océans. Et un océan qui se vide, un océan qui meurt, peu importe finalement à quelle température il sera, et encore une fois, je ne veux surtout pas amoindrir les problèmes de réchauffement climatique, mais un océan qui est vide et qui est mort, c'est le début c'est le début de la fin, c'est le début d'une grande catastrophe qui pourrait être irréversible. Et pourquoi ça me désole ? C'est parce que finalement, j'ai l'impression que sur cette problématique de destruction du vivant, c'est presque là qu'il serait le plus facile d'agir. En tout cas, où on peut avoir les résultats les plus immédiats. Les problèmes de réchauffement climatique, c'est un problème tellement global, tellement majeur, qui doit bouleverser en tout point notre civilisation, que forcément, ça doit prendre un peu de temps. Et vous voulez dire des résultats immédiats, par exemple, en interdisant la surpêche, en ayant des aires marines protégées ? En ayant des aires marines protégées qui ne soient pas des coquilles vides, en ayant des aires marines protégées qui soient réellement protégées, en sanctuarisant de manière drastique tout un tas d'endroits, des zones de vie, de biodiversité, en légiférant, et je crois que c'est d'ailleurs ce qui est en train de se jouer en ce moment au niveau de la haute mer, installer une gouvernance au niveau de la haute mer pour que ces zones ne soient pas des zones de non-droit et qui soient pillées par l'ensemble de la pêche industrielle. Oui, parce qu'on parle beaucoup aussi des criminels climatiques aujourd'hui. J'ai vu que vous étiez engagé sur la pêche des ailerons de requin. Récemment, il y a aussi tout ça, cette espèce de braconnage en mer qui est très, très important. C'est une zone où il y a des mercenaires. C'est une zone où, dans la haute mer, où finalement, il n'y a pas de gouvernance. Alors, le One Ocean Summit a mis en évidence que l'Europe, c'est l'espace maritime, le premier espace maritime au monde. La France est la deuxième puissance maritime. Oui. Et donc, la France doit, et l'Europe doit se positionner en leader pour amener le changement
au niveau de cette réglementation sur la haute mer. Si on légifère de manière rapide sur la pêche industrielle intensive, on l'a vu sur ce qui s'est passé avec le thon rouge, en 10 ans, des mesures réelles de terrain drastiques ont régénéré complètement les stocks. Donc c'est ça qui est rageant. Oui, c'est que c'est possible que c'est possible des effets et les effets peuvent être extrêmement rapidement. Il faut agir le plus rapidement possible sur l'agriculture intensive dont tous les polluants se retrouvent dans les mers et les océans et entraînent une eutrophisation dramatique des rivages et des côtes. Et ça aussi, on peut aller très très vite. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que ça et puis on oublie le réchauffement climatique. Je dis juste qu'il faut mener de front tous les combats, mais ceux sur lesquels on peut agir et changer vite, il faut le faire. On a vu avec la crise du Covid que quand on veut agir vite, on est capable de le faire. On est capable de rentrer dans une gestion de crise. Finalement, la crise climatique, elle n'est pas considérée comme une crise. Elle est considérée comme un truc lointain pour les générations à venir. Et donc, du coup, voilà où on en est, c'est que ça avance tout doucement. Si on prenait la mesure de ce qui est en train de se jouer au même niveau que la manière dont on a pris la gestion de la crise Covid, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses. On est capable d'agir, d'aller vite. De la même manière que la guerre en Ukraine. De la même manière que la manière que la guerre en Ukraine. Ça ne sera pas possible sans une certaine forme de contrainte. Mais et ça c'est la grande force du récit que l'on a envie d'écrire pour la suite. Il faut que ces contraintes soient enchantées. Il faut réenchanter ces contraintes. Et je crois que c'est un peu l'enjeu au niveau des politiques aujourd'hui. On ne peut pas y échapper. On ne pourra pas échapper à changer drastiquement les choses qui vont amener des bouleversements de notre vie. Mais il ne faut pas le voir comme une catastrophe. Il faut le voir comme une manière belle, positive, joyeuse d'envisager un autre quotidien. Parce que sinon ça ne fonctionnera pas. C'est ce que vous dites avec l'apnée, enfin, faire mieux avec finalement. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de votre livre ? L'idée, c'est que je suis parti de mon parcours personnel, sortir, en tout cas mettre de côté cette poursuite effrénée du record, de la quête, pour finalement m'ouvrir à des enseignements du monde de la nature, ces enseignements qui sont extrêmement, pour moi, riches et précieux et qui me permettent de mieux traverser les années et qui me permettent d'avoir une autre vision de mon rapport à mon environnement et de notre rapport en tant qu'humanité avec l'environnement. J'ai voulu partager cette vision-là et essayer de rendre très universel ce que moi j'ai pu vivre sous l'eau. Et j'ai surtout voulu montrer, au travers de mon parcours et de cette espèce de découverte de ce lien fusionnel avec la mer, au travers finalement de ce qui s'est passé pendant le confinement, après le confinement, de ce changement de rapport avec la mer. J'ai voulu partager cette nature aquatique, mais surtout faire comprendre et donner envie au lecteur en essayant de partager le monde des sens, en ne racontant pas que ce qui se passe quand je vais à 100 mètres, mais en racontant la magie d'un bain à 2 mètres de fond, la magie d'un bain dans l'eau froide, la magie de ce que peut procurer cette reconnexion à l'élément. Moi, j'ai utilisé l'eau, mais finalement, cette reconnexion à l'élément, elle est universelle, elle peut se faire dans la forêt, elle peut se faire dans la campagne, elle peut se faire dans la montagne. Donc, c'est une invitation à se reconnecter à cette simplicité de la nature et au vivant. Voilà. Je suis obligée de vous poser la question, vous tenez combien de temps en apnée, puisque justement vous dites que tout le monde vous la pose. Alors moi, je tiens entre 7 et 8 minutes en apnée statique. 7 et 8 minutes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume Néry, d'être venu sur le plateau de Blast. C'est la fin de cet entretien. Pour voir en entier toutes les vidéos que nous avons évoquées et commander le livre de Guillaume Néry, je vous ai mis tous les liens sous la vidéo. Pour que cette vidéo soit vue un maximum, vous pouvez prendre quelques secondes pour liker, commenter et la partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Si Blast existe, c'est grâce à vous. Alors, merci. Et pour nous soutenir, si ce n'est pas déjà le cas, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.